Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement important pour les dirigeants et dirigeantes, ainsi qu'aux entrepreneurs et entrepreneuses. On va explorer la méthodologie idéale pour réussir son projet d'entreprise. Afin d'expliquer ces principes clés et les illustrer par des retours d'expérience, nous avons invité Jean-Pierre Pérez, CEO d'Eggers Conseil, et Alexandre de Bernonville, partenaire au cabinet de conseil HIC Consulting. Eggers Conseil accompagne les sociétés dans leurs projets de transformation et incube des projets d'entreprise et des startups. HIC Consulting accompagne les entreprises des secteurs industriels sur l'organisation, la performance et la transformation. Au cours de la présentation, vous pouvez nous envoyer vos questions directement via le chat. Nos intervenants pourront y répondre à la fin de la présentation. Vous pourrez aussi retrouver l'intégralité de ce webinaire en ligne sur le site de Technique de l'ingénieur dès la semaine prochaine. Il vous suffira de cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis Conférences en ligne. Je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Pierre Pérez et Alexandre de Bernonville. Bonjour, merci Intissa. Donc, je me présente, je suis Jean-Pierre Pérez, associé fondateur du cabinet conseil en stratégie et organisation Eggers Conseil. Ah, il y a un peu tout écho en retour pour l'instant. Et nous œuvrons principalement dans le secteur de la supply chain pour des acteurs de la distribution de produits et services en réseau et un peu plus rarement quand même dans le secteur industriel. Notre activité consiste à assister nos clients dans leurs projets de transformation. En particulier, nous renforçons ou nous protégeons les maillons de leur chaîne de valeur, ces maillons qui peuvent être affaiblis ou attaqués par des concurrents ou des nouveaux acteurs digitaux. Alors, une question peut se poser, c'est pourquoi nous nous sommes rencontrés avec les éditions techniques de l'ingénieur, nous qui ne sommes pas forcément des grands professionnels du secteur industriel. En fait, nous nous sommes rencontrés sur trois mots. Le premier mot, c'est méthode. Sur le deuxième mot, outil. Et enfin, sur projet. Et en fait, il nous est apparu intéressant de partager notre méthode, celle que l'on emploie sur nos projets, avec des professionnels, donc avec vous, des professionnels de l'industrie. Ceci dans un échange plutôt qu'on pourrait qualifier de cross-fertilisation. Pour finir ma présentation de Eggers, je vais vous la décrire en 3 points. Donc, pourquoi est-ce que nous œuvrons? Quelque part, c'est notre moi profond, notre why. On travaille pour galvaniser l'énergie des hommes pour une progression frugale des organisations. Comment est-ce que l'on œuvre? Eh bien, tout simplement, comment est-ce qu'on met en place tout ça? On facilite les prises de décision. Et enfin, avec quoi mettons-nous en œuvre? En fait, on met en œuvre avec une Decision Making Platform, Edward, qui est une plateforme digitale. Je passe la main à Alexandre pour se présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle en effet Alexandre de Bernonville. Je suis ingénieur productique de formation et partenaire au sein du cabinet HIC Consulting. Donc, HIC Consulting, en 2 mots, c'est la filiale de conseil de notre maison mère Home is Connected, qui est spécialisée dans les solutions résidentielles connectées pour le secteur des télécoms et du numérique, avec laquelle nous développons des synergies. Alors, pour ma part, j'accompagne depuis plus de 20 ans les décideurs des grandes entreprises, notamment les directions générales, les directions industrielles, mais aussi les directions des systèmes d'information. Alors, pas que les grandes entreprises, mais aussi de plus petites, et particulièrement dans leur transformation. Alors, au fil de ces années d'expérience, j'ai pu constater qu'un certain nombre d'outils et de méthodes étaient, bien sûr, de par leur coût et leur complexité, domaines privilégiés de grandes entreprises. Et je me suis notamment aperçu que les solutions digitales, mais aussi les méthodes lean ou agiles, fréquemment utilisées comme levier de transformation, sont de plus en plus accessibles aux PME. Voilà, on peut donc dire que l'industrie 4.0 est bien au cœur des transformations que nous accompagnons. Alors, dans ces transformations, le succès de la démarche ne dépend pas simplement des solutions innovantes inhérentes à l'industrie 4.0, mais bien de la manière dont on pilote et on gère l'ancrage des nouvelles pratiques au sein des organisations. Alors, je vous illustrerai ces constats par la suite au travers de cas d'entreprise que j'ai accompagnés.
Alors, l'agenda d'aujourd'hui, sera une alternance de grands principes méthodologiques proposant une approche innovante de la transformation et d'histoires vraies de cas d'application sur projet. Donc, Jean-Pierre, je te laisse introduire le sujet. Merci Alexandre. Alors, mon objectif en participant à ce webinaire, c'est de partager avec vous les principes de base d'une gouvernance projet, et en particulier en m'appuyant sur un constat qui est que la masse d'informations à partager entre acteurs d'un même projet peut être un véritable frein à la convergence et à l'efficacité du projet. Et en définitive, les technologies digitales peuvent remettre l'humain en fait au centre du jeu et le remettre en particulier sur les bons niveaux d'arbitrage, et notamment grâce à des plateformes d'aide à la décision. Alors, j'imagine que vous l'avez certainement déjà constaté, et ceci quel que soit le secteur d'activité, qu'aujourd'hui, les projets connaissent une réelle inflation du nombre d'acteurs impliqués. Vous avez également une augmentation massive des informations qui sont mises en jeu. Et en fait, vous avez une très grande transversalité de ces mêmes informations au sein de l'organisation en elle-même. Et si on rajoute à ça un rayonnement géographique, sachant qu'on peut être très fortement imbriqué, en particulier dans l'industrie avec des sous-traitants de premier rang, et en définitive, cela requiert une gestion d'une quantité d'informations qui est de plus en plus importante. Cette inflation de data qui est à traiter est donc un réel facteur de complexité. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est à travers quelques chiffres, c'est qu'environ 40%, pratiquement la moitié des projets, coûtent plus cher et durent plus longtemps que ce qui était prévu au départ. Que à peu près la moitié d'entre eux sont des réussites. Qu'est-ce que ça veut dire être une réussite? Ça veut dire qu'ils sont livrés dans les temps, qu'ils sont livrés avec le budget initial qui est contenu et qu'ils répondent aux attentes qui avaient été requises. Enfin, il y a à peu près 40% qui se trouvent en difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire en difficulté? Ce sont des projets qui sont en retard, qui sont en dépassement de budget, ou alors qui sont en dessous des attentes initiales. Et en fait, vous en avez à peu près entre 10 et 20% qui échouent, c'est-à-dire qu'ils sont soit annulés, soit livrés, mais sans être réellement utilisés. Donc, on est face à un véritable gâchis. Et les questions que l'on peut légitimement nous poser, elles peuvent être typiquement, est-ce qu'il est possible de limiter toute cette perte d'énergie, puisque des équipes entières travaillent et ça génère une énorme démotivation. Et donc, toute cette énergie, toute cette démotivation qui accompagne ces échecs ou ces réussites mitigées, donc est-ce qu'on peut limiter cette perte d'énergie? Et en particulier, est-ce que la technologie et les techno-digitales peuvent-elles nous y aider? Et c'est donc tout l'objet de l'approche Smart Project 4.0 que nous vous proposons de visiter ensemble. Alors, c'est une méthodologie à la fois frugale, industrielle et très human-centric. Elle sera illustrée à travers d'exemples concrets avec Alexandre qui sont tirés d'expériences récentes dans des contextes industriels. Cette démarche repose sur 8 principes simples et je vous propose tout simplement d'alterner chacun de ces principes d'une illustration avec Alexandre. Alors, tout à fait, Jean-Pierre. Je propose à notre auditoire d'illustrer en fait chacun des 8 principes pour réussir son projet au travers de 2 cas d'entreprise principaux. Donc, le premier cas d'entreprise est celui de Jeffco, que certains doivent probablement connaître. Ceci afin que tous ceux qui contribuent à la performance d'une grande entreprise puissent se reconnaître. Et le second cas est celui d'une usine, de Fareva Poissy, afin que tous ceux qui contribuent au succès dans un environnement PME, voire d'ETI, puissent aussi se reconnaître. Alors, tout d'abord, quelques mots sur nos 2 cas d'entreprise dont je viens de vous parler. Premièrement, Jeffco. Alors, quelle est l'entreprise Jeffco? Alors, ici, vous avez en projection, en fait, un résumé de l'activité et des chiffres clés. Alors, quelques mots, c'est un leader mondial en logistique et transport, notamment dans le secteur automobile, mais aussi le secteur industriel et manufacturier. À date du projet dont je vais vous parler,
il y avait 10 000 collaborateurs environ, un chiffre d'affaires de 3,8 milliards. Voilà, et un réseau d'agences distribuées dans plus de 150 pays. Il y avait à l'époque plus de 250 agences précisément. Alors, c'est l'ex-filiale logistique du groupe PSA. PSA est toujours actionnaire, mais ne détient plus que 25% en fait des parts. Et l'autre partie est détenue par les chemins de fer russes à hauteur de 75%. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans le cadre de cette entreprise? J'ai tout simplement accompagné le projet d'entreprise, ou plutôt la transformation de l'entreprise, et notamment l'ancrage de cette transformation au sein de la direction financière et de la direction des systèmes d'information, en collaboration avec la direction qualité. Donc, avec mon équipe, en fait, on a globalement accompagné une centaine de managers dans l'appropriation de ce qu'on appelait le GEFCO Management System. Ce GEFCO Management System, en fait, est une boîte à outils sur laquelle je vous apporterai un éclairage plus précis durant cette présentation. Alors, le deuxième cas dont je voulais vous parler, c'est le cas de l'usine Fareva à Poissy. Donc, qu'est-ce que cette usine? C'est tout simplement une usine d'une centaine de salariés qui fait partie, bien sûr, d'une entreprise de taille intermédiaire telle qu'on les connaît bien, qui est le groupe Fareva. Et l'usine de Poissy est un des sites, en tout cas, les plus importants sur la division cosmétique dans le parfum de luxe. Alors, en termes de volume, c'est une usine qui produit plus d'1 million d'unités mensuelles et qui a une particularité, c'est que l'activité a une forte saisonnalité, notamment au moment des fêtes, puisque on a tous tendance à offrir des parfums à ce moment-là. Alors, historiquement, c'est l'ancienne usine Rochas, voilà, qui a été rachetée par Procter & Gamble à un moment donné dans son histoire et qui aujourd'hui, depuis 2012, repris par Fareva. Alors, qu'est-ce que l'on a fait pour cette usine? Tout simplement, j'ai accompagné la redynamisation de l'amélioration continue sur le terrain en utilisant deux leviers principaux, le lean et le digital, dans la démarche. Alors, comment j'ai fait? Je me suis bien évidemment inspiré de projets à succès, tels que le projet GEFCO, avec notamment la mise en place des rituels terrain. Jean-Pierre, je te laisse introduire le premier principe. Merci. Donc, le premier principe structurant pour mener des projets à bien, c'est en fait consiste à donner du sens et à donner un sens. Qu'est-ce que ça veut dire que donner du sens? En fait, c'est de placer une action, une initiative ou même un projet en entier au sein d'une perspective d'ensemble, dans un contexte qui soit parfaitement explicite, compréhensible et qui participe lui-même à une trajectoire, à une roadmap qui est lisible et surtout qu'elle soit partagée. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également de passer plus de temps en définitive à dire pourquoi est-ce que l'on œuvre qu'à expliquer comment. Pourquoi? Tout simplement parce que le comment peut être aisément assisté de méthodes et également d'outils. Et cette première étape est donc, bien entendu, l'objectif premier est de préserver en fait le sens donné à l'action et de s'aligner. Alors moi j'ai une question pour toi Alexandre, est-ce que tu as eu l'occasion de mettre en œuvre en définitive ce principe-là et de procéder à l'alignement d'équipes multi-sites, multilingues, tout ce que l'on veut? Alors oui Jean-Pierre, tout à fait. Comme je l'ai précisé dans les deux cas précédemment illustrés, je vais prendre le cas de l'entreprise GEFCO. Et donc, en effet, à l'échelle d'une grande entreprise, ce projet d'entreprise est une transformation globale. Il faut savoir qu'une transformation globale, en fait, c'est aussi synonyme de projet d'entreprise, tout simplement. Alors, petite histoire autour de ce projet. Donc, simplement, Yves Fargue, ancien PDG de GEFCO à cette époque, qui d'ailleurs, GEFCO était filiale logistique du groupe PSA, comme je vous l'ai dit, à 100%. Ce PDG a initié il y a quelques années ce projet d'entreprise de grande envergure, tout simplement comme vecteur du déploiement de la stratégie du groupe de 2010 à 2020. Alors,
la particularité de ce PDG, c'est qu'il était doté d'un fort leadership. Et d'ailleurs, il a lancé une communication auprès de toute sa ligne managériale pour expliquer sa vision à 10 ans de l'entreprise. Non pas sur le quoi, mais bien sur le pourquoi, comme tu précisais, Jean-Pierre. Pour relayer son message, il s'est appuyé sur, bien sûr, de nombreux supports de communication, et dont notamment un manuel qui a été diffusé à grande échelle auprès de tous les managers de l'entreprise. C'était le manuel du manager. Vous avez ici en arrière-plan, justement, le dessin de la page de garde, manuel du manager. Alors, ce manuel du manager, justement, débutait, au bout de quelques pages, par pourquoi ce projet de transformation? Alors, la réponse à cette question, en fait, était particulièrement simple. Et là, je cite et je vais lire, en fait, le contenu de ce manuel. Tout simplement, le projet GEFCO a pour finalité de placer le groupe parmi les leaders du marché en qualité, en coût, en respect de délai et en rapidité d'exécution. Il est donc apparu indispensable d'adapter aux besoins spécifiques de l'entreprise les principes d'efficacité industrielle ayant déjà fait leurs preuves chez certains de nos clients. Donc, les clients de GEFCO étaient bien sûr Toyota, PSA, Delphi, etc. Donc, on voit bien que l'accroche est bien sur cette finalité et cette finalité est mise en relation avec ce qui se passe dans l'environnement des clients. Donc, une fois la finalité de transformation expliquée, vient ensuite l'expression de la vision dans ce manuel. Et c'est la vision de l'entreprise, bien sûr, à 10 ans, comme je l'ai déjà cité. Et cette vision, en fait, est structurée et décomposée en 4 axes stratégiques. Alors, vous l'avez ici sur, justement, la diapo qui est projetée. Hein. Le premier axe, c'est être un acteur majeur. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire pour GEFCO, être un acteur majeur? Tout simplement de viser la première place. Ça signifie être leader en logistique automobile, qui est clairement l'ADN de cette entreprise. Mais c'est aussi être une référence en logistique industrielle. Le deuxième axe, c'est être un acteur global. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement devenir incontournable de par le maillage des agences. Donc, ça veut dire couvrir les plus larges zones géographiques possibles, et notamment dans les zones à fort développement. Le troisième axe, c'est être un acteur efficace. Alors, être un acteur efficace, ça signifie tout simplement de miser sur la performance. Et pour cela, au sein du projet de transformation, ça se décline par l'utilisation des outils du GEFCO Management System pour atteindre un niveau de qualité différenciant. Alors, très clairement, comme j'ai pu déjà vous le présenter il y a quelques minutes, c'est notamment sur cet axe-là que j'ai principalement œuvré. Et enfin, le dernier axe, quatrième axe, c'est être un acteur responsable. Alors, pour GEFCO, être un acteur responsable, c'est tout simplement respecter une éthique. Et respecter une éthique, pour GEFCO, qui est bien sûr aussi un transporteur, c'est accroître le chiffre d'affaires à empreinte écologique stable. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est renforcer la cohésion sociale, bien sûr. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'échelle d'une grande entreprise, une transformation globale est bien synonyme de projet d'entreprise. Et l'exemple dont je viens de vous parler, le projet GEFCO, nous montre que toute action de transformation opérée avec succès doit respecter deux facteurs clés. Le premier point, c'est d'abord de faire sens pour les hommes et les femmes de l'entreprise afin de gagner leur adhésion. Et le deuxième point, c'est de s'appuyer sur la ligne managériale, car elle est pivot entre, bien sûr, l'exécutif et le terrain. Et en s'appuyant sur la ligne managériale, ça permet bien sûr d'aligner les équipes sur la vision d'entreprise en matérialisant cette vision par des actions concrètes qui parlent à l'ensemble des hommes et des femmes de l'entreprise. Effectivement, donc premier principe, faire sens, s'aligner en tout son sens. Le deuxième principe est d'adopter, en fait, consiste à adopter une méthode, en fait, à fixer un cadre. Pourquoi? C'est tout simplement pour partager quelques règles qui soient simples, surtout que ces règles soient énoncées et bien entendu qu'elles soient utilisées. Et enfin, c'est également de définir un périmètre de jeu, donc un cadre précis le plus clairement possible. Donc, ça revient à œuvrer, donc travailler dans un univers balisé. Voilà le second principe. Est-ce que tu as été, est-ce que ça fait écho à ton expérience? Mais tout à fait, Jean-Pierre, et pour ça, je vais poursuivre sur l'exemple que j'ai pris précédemment, qui est le projet GEFCO.
car en effet, au sein du projet GEFCO, on a établi un périmètre de jeu. Alors, établir un périmètre de jeu, c'est en effet une condition de réussite d'une transformation. Sinon, bien, elle risque tout simplement de s'éparpiller, de s'essouffler, et de s'essouffler par péché de complexité, et en conséquence de perdre les équipes et donc d'aller à l'échec. Alors, dans le cadre du projet GEFCO cité précédemment, le terrain de jeu est borné à deux niveaux. Premier niveau, en fait, c'est le niveau tactique. Le niveau tactique, c'est tout simplement l'application des principes du lean management en tant que méthode sous-jacente, telle que tu l'as exposé, Jean-Pierre. Le deuxième niveau, c'est le niveau opérationnel. De manière plus palpable pour les équipes, c'est l'application d'une boîte à outils, que j'ai appelée aussi le GEFCO Management System, et cette boîte à outils est à l'usage des managers et de leurs équipes. Alors, quel est le contenu de cette boîte à outils? Donc, vous voyez ici à l'écran l'ensemble des sujets et de certains outils qui sont représentés. Alors, et entre autres, l'on trouve par exemple le management visuel. Donc, en effet, le management visuel, c'est l'un des outils qui a été fortement utilisé dans la démarche de transformation, avec plusieurs déclinaisons. Alors, je citerai à titre d'exemple des déclinaisons dans différents outils tels que l'OBEA, la réunion de prise de poste, les 5S ou le tour de terrain, qui doit être des sujets qui parlent à beaucoup d'entre vous. Alors, premier élément, c'est l'OBEA. Alors, l'OBEA, tout simplement, ça signifie quoi? Ça signifie grande salle en japonais, et elle comporte, de manière standard, elle comporte 7 panneaux. 7 panneaux qui sont bien sûr au mur d'une salle, tout simplement d'une salle, dans l'entreprise. Alors, ces panneaux, quels sont-ils? Ben, le premier, c'est l'objectif et la vision. Le deuxième, c'est le client, et notamment ce qu'on pourrait appeler la voix du client au travers de ses attentes. Le troisième, c'est tout simplement ce que l'on cible, et notamment les produits que l'on souhaite délivrer dans le cadre d'un projet, mais aussi ses livrables. Le quatrième panneau, c'est le plan global de ce projet. Le cinquième, c'est bien sûr le pilotage de la production, et notamment le planning à court terme. Sixième panneau, ce sont les indicateurs de performance et notamment les objectifs aussi associés à ces indicateurs de performance qui sont finalement des résultats palpables. Et le dernier, c'est la résolution de problèmes. Donc, voilà un peu le contenu d'une OBEA de manière standard. Donc l'OBEA, elle est bel et bien née pour le pilotage de grands projets, tels que le déploiement par exemple chez Toyota de la Prius dans les années 2000. C'est d'ailleurs chez Toyota que la notion d'OBEA est née. Donc aujourd'hui, elle se décline pour piloter aussi une activité à 360 degrés et pas simplement des grands projets. Alors, en effet, les objectifs de l'OBEA sont, dans ce cas, savoir où on en est dans l'atteinte des résultats demandés, bien sûr. Savoir, ou plutôt s'assurer que les mesures conservatoires pour atteindre ces résultats sont prises. Et enfin, organiser et suivre la résolution des problèmes qui empêchent d'atteindre ces résultats. Alors, l'exemple de l'OBEA chez GEFCO, c'est notamment dans ce que j'ai pu accompagner, c'est-à-dire à la direction des systèmes d'information. On a co-construit en fait cette OBEA avec le comité de direction. Et là, on a établi, par exemple, un premier panneau sur la voix du client. La voix du client pour une direction des systèmes d'information, c'est tout simplement un baromètre mensuel auprès de ses métiers qui permet de mesurer la satisfaction bien sûr de ses clients, donc des métiers, des grandes directions métiers, et notamment, pas seulement au travers d'une note, mais aussi de pouvoir remonter les irritants. Voilà. Le deuxième point, c'est le contrat, ce qu'on appelle le contrat d'équipe, ou le contrat en tout cas de la direction des systèmes d'information, qui est en fait une feuille de route de la DSI avec des objectifs clés et mesurables associés à des indicateurs de performance. Le troisième point, c'est quelles ressources on met en face pour pouvoir réussir, on va dire, ce contrat. Et donc, quelque part, ce sont les ressources consommées, donc les coûts. Et enfin, les projets stratégiques de la DSI en lien avec le projet d'entreprise sur les 4 axes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, la DSI, bien sûr, elle aussi doit se pencher sur ces problèmes et pas simplement les laisser sous le tapis. C'est pour ça que l'OBEA avait un focus particulier sur les 8 dysfonctionnements majeurs du SI au niveau du CODIR. De tout ça, bien sûr, il y avait ensuite un plan de progrès au sein de la DSI qui était le dernier panneau sur lequel l'ensemble du CODIR partageait à la fois des résultats, mais aussi décidait d'actions à mener. Alors, très clairement, ce que l'on voit, c'est que l'OBEA favorise le voir ensemble, le comprendre ensemble et l'agir ensemble. Alors,
en fonction du temps qui vous reste, je vais zoomer certains outils. Jean-Pierre, si tu m'arrêtes, si jamais je vais un petit peu trop loin. Non, c'est pas. Donc, le deuxième outil, ce sont les réunions. Alors, différents types de réunions. La réunion de prise de poste, qui est extrêmement terrain, était particulièrement un rituel phare en agence chez Jeffco, mais elle a été aussi déclinée dans les directions de support dont je vous ai parlé, comme la direction informatique, enfin des systèmes d'information, et la direction financière. Donc, une réunion de prise de poste, de manière standard, c'est tout simplement une réunion quotidienne en mode stand-up meeting, donc debout. Pourquoi elle se tient debout? Parce qu'elle se tient debout devant un panneau de management visuel où on trouve quelque part les grandes thématiques à aborder dans cette réunion. Cette réunion, bien sûr, c'est une petite réunion de 5 à 10 minutes au démarrage de la journée. Et donc, c'est l'objectif de cette réunion, c'est tout simplement de pouvoir, en quelques minutes, motiver et piloter son équipe. Donc, le contenu, qu'est-ce que c'est? Les actualités clés, par exemple, que l'on peut partager sur les news au sein du groupe Jeffco. Ensuite, bien sûr, les résultats, quels sont les KPI. Donc, bien sûr, les KPI sont choisis par l'équipe avant d'être suivis, ils ne sont pas imposés. Donc, chaque équipe a bien sa contextualisation de ces KPI. Bien sûr, il y a les actions d'amélioration qui sont suivies, le programme de la journée que l'on doit faire, que l'on doit atteindre, et bien sûr, des consignes et les rappels des standards. Voilà. Ensuite, les deux éléments que je voulais vous illustrer au sein de la boîte à outils sont les 5 S. Alors, les 5 S, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement connu partout dans le monde industriel et pas que. En quelques mots, les 5 S, c'est tout simplement l'acronyme du mot ordre. Et donc, si on cite un petit peu cet acronyme, le O correspond à ôter l'inutile, c'est-à-dire identifier ce qui est vraiment utile pour se débarrasser du superflu. Le R, c'est ranger. Voilà, donc une place pour chaque chose et chaque chose a sa place pour que bien sûr l'environnement de travail soit clair pour tous. Troisième point, dépoussiérer, pour la lettre D. Dépoussiérer, ça veut dire nettoyer bien sûr, mais surtout ça permet de contrôler, de vérifier que l'équipement est toujours en bon état. Enfin, le R, c'est rendre évident, c'est-à-dire que dans un environnement donné et standardisé, toute dérive par rapport à des règles doit être visible. Et enfin, c'est être rigoureux. Donc, le être rigoureux, c'est tout simplement le maintien en ordre. Et ça passe par un contrôle rigoureux des règles. D'où un des outils qui a vraiment été déployé dans toutes les agences et tous les départements, toutes les directions de Jeffco, c'est le tour de terrain. Le tour de terrain, c'est le moyen de vérifier que l'environnement de travail est, je dirais, respecté selon les standards définis. C'est-à-dire que, quelque part, il y a bien un bon fonctionnement, on peut vérifier le bon fonctionnement de l'entité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'entreprise est faite d'hommes et de femmes. Et donc, à travers le tour de terrain, ça oblige tout manager de descendre sur le terrain, bien sûr, pour communiquer au quotidien avec chacun des membres de l'équipe, pour lui apporter un soutien, bien sûr, tant sur le plan humain que professionnel. Voilà, Jean-Pierre, cette illustration. Je te propose de passer au troisième principe. Ça fait tout à fait, directement écho à ce que tu précisais sur l'ordre. Très clairement, je pense que s'il y a des scientifiques avec nous, vous savez que on va dire que l'entropie est une fonction d'ordre, donc elle diminue effectivement cette entropie, plus l'ordre est, comment dire, contenu. Donc le troisième principe, il consiste en fait à éviter la dispersion, c'est-à-dire donc à freiner cette augmentation assez naturelle de l'entropie. Et pour nous, ça revient tout simplement sur des projets à éviter ce qu'on appellerait des sorties de route, des sorties de trajectoire, et malgré tout à limiter une certaine créativité spontanée qui est indispensable. Il ne faut pas la tuer, il faut juste l'encadrer de manière à ce qu'elle profite bien au projet. Et donc avoir des objectifs qui soient énoncés et bien compris. Donc, on est vraiment sur un principe d'actualité, là. Freiner cette entropie, c'est donc, en l'occurrence, dans notre cas, c'est freiner, en définitive, je dirais, la profusion d'informations non utiles dans un programme ou un projet. Est-ce que tu as pu y être confronté? Enfin, a priori, oui, puisqu'on vient d'en parler.
Tout à fait, Jean-Pierre. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en effet, dans les grandes entreprises, hein, sur des transformations d'envergure, comme je l'ai illustré précédemment, dans le cas du projet GEFCO, il faut d'abord s'assurer que l'ensemble des initiatives qui sont menées dans l'entreprise contribuent à la stratégie portée par ce projet d'entreprise. Dans le cadre du projet GEFCO, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les 4 axes de la vision, qui sont le cadre, il faut s'assurer que chaque initiative de l'entreprise contribue à ce cadre et répond bien à un des axes. Donc, afin d'éviter toute dispersion, les diverses initiatives des directions métiers étaient systématiquement qualifiées et évaluées par une entité attachée au PDG, qui est le bureau des programmes. Donc, le bureau des programmes avait cette fonction de s'assurer de la contribution de ces initiatives des directions métiers à ces 4 axes dans le cadre de la transformation. Ce que l'on peut dire, c'est que ce bureau des programmes, c'était le garde-fou de l'entropie possible au niveau exécutif. Parce que bien évidemment, dans une entreprise, tout le monde a plein de bonnes idées. Et c'est pour ça qu'il faut les ramener à une trajectoire qui est bien balisée. Alors, au niveau opérationnel, qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que cette entropie, elle a été maîtrisée par quoi? Par un terrain de jeu au niveau des équipes qui était balisé par la fameuse boîte à outils dont je vous ai parlé précédemment. C'est-à-dire que le terrain de jeu opérationnel, c'était la mise en œuvre de ces outils, c'était pas spécialement autre chose. Et pour s'assurer que cette boîte à outils était correctement utilisée, exploitée et bien sûr appliquée, mon accompagnement, à travers de la mission que je portais, était structuré sous forme d'atelier et c'était le second garde-fou, on va dire, pour éviter aux équipes opérationnelles de sortir de la trajectoire fixée. Voilà. Donc Jean-Pierre, je te passe la main sur le principe suivant. Le 4e principe est en définitive de maintenir la cohérence dans le temps, c'est-à-dire de garder les équipes, qu'elles soient focalisées, que les équipes soient mobilisées, que ces équipes soient toujours intéressées. Et en fait, c'est de maintenir un cadre en fait très cohérent et éviter effectivement de diverger. Cette étape, elle est particulièrement importante et elle consiste effectivement à ne pas s'écarter au fil du temps, d'être une force de cohésion et les équipes sont une vraie force de cohésion. Et je sais qu'il y a des façons simples et efficaces de les mettre en œuvre. Et en particulier, tu l'as fait. Alors tout à fait, je vais continuer sur l'exemple dont je vous ai parlé, qui est le projet GEFCO. Alors, dans le cadre de ce projet, pour assurer la cohésion des équipes et surtout leur mobilisation dans la transformation, qui était, je vous rappelle, s'inscrit sur un temps long qui était d'une dizaine d'années, la recette appliquée est très simple. Ça consiste tout simplement à impliquer les équipes dans l'amélioration de leur propre environnement de travail en utilisant, je dirais, la fameuse boîte à outils à leur disposition. Donc, au travers de cette boîte à outils, tout simplement, les équipes et surtout leurs managers ont pu instancier, alors de manière ludique, des rituels de management personnalisés à leur contexte. Donc, ces rituels étaient à la fois un jeu pour eux, mais en même temps quelque chose qui leur parlait à leur trip, puisque c'était leur environnement de travail. Alors, par rituel, qu'est-ce que j'entends? J'entends tout simplement les exemples que j'ai présentés précédemment, tels que la réunion de prise de poste, mais aussi la réunion d'équipe qui se faisait en mode stand-up meeting, c'est-à-dire réunion debout, devant un panneau de management visuel construit par l'équipe elle-même. Et ce que j'ai pu m'apercevoir dans ce type de rituel, c'est tout simplement qu'il y avait une vraie cohésion de certaines équipes, qui étaient tellement solidaires que lorsque le manager n'était pas présent dans l'équipe, c'est les collaborateurs eux-mêmes qui tenaient cette réunion en mode stand-up meeting, car ils trouvaient vraiment un intérêt dans le partage et dans le traitement de leurs problèmes quotidiens. Ce que l'on peut dire, du coup, c'est que dans tout projet de transformation, il faut trouver ces fameux rituels qui facilitent la cohésion des équipes et qui s'implémentent, bien sûr, par le jeu, c'est-à-dire de manière ludique. Jean-Pierre, je te laisse introduire le principe suivant. Bien, tout simplement, le principe que l'on applique systématiquement, c'est bien entendu un principe assez simple qui consiste à ajuster le cadre au juste effort, c'est-à-dire c'est mettre en place le juste ce qu'il faut au bon moment, le juste effort, la juste information
Et dans un projet de transformation, être lean, c'est vraiment essentiel, surtout dans un projet de transformation d'entreprise. Et il y a énormément de forces en jeu. Et du coup, comment lutter? C'est vraiment être lean. Alors, tout à fait. Être lean, comme tu le précises, Jean-Pierre, c'est pas simplement utiliser le lean comme levier de transformation, comme on a pu le faire dans le cadre du projet GEFCO, mais c'est surtout chasser les gaspillages de temps et d'énergie dans sa démarche de transformation. En d'autres mots, hein, pour ceux qui mènent par exemple une démarche de lean management, la question se résume de la façon suivante, c'est: ma démarche de lean est-elle réellement lean dans la manière de la mener? Alors, à titre d'illustration, je prendrai le second cas dont je vous ai introduit tout à l'heure, qui est tout simplement la démarche qu'on a menée au sein de l'usine Fareva-Poissy. Donc, dans le cadre de cette entreprise, hein, nous avons tout simplement accompagné cette démarche d'amélioration continue qui était axée sur le renforcement des pratiques de lean management, qui s'était éteinte avec le temps et que nous avons redynamisé sur ce site. Alors, très clairement, en fait, l'énergie, c'est un constat que j'ai fait, hein, l'énergie dépensée par l'encadrement intermédiaire pour collecter l'information et sortir les indicateurs de performance de manière fiable et même quotidienne a été quelque chose d'assez énorme et voire même trop important. C'est pour ça qu'en tant qu'industriel, les indicateurs tels que le taux de rendement synthétique ou encore, je sais pas, je pourrais prendre par exemple le temps moyen de changement de fabrication, ça vous parle forcément. Mais il y a une certaine difficulté pour les mesurer au quotidien sur le terrain. Et c'est parfois un vrai cauchemar si vous n'avez pas de solution digitale. Alors, dans le cas de Fareva, qu'est-ce qu'on a fait? On avait à la fois des panneaux de management visuel qui permettaient bien sûr d'afficher ces indicateurs directement par les équipes, mais pour pouvoir leur faciliter la tâche dans cet affichage, hein, à l'aide de magnettes sur des panneaux magnétiques, hein, et bien tout simplement, on a implémenté une solution digitale. Cette solution digitale, en fait, c'est tout simplement une solution de MES, de Manufacturing Execution System, qui permet en fait la supervision complète des lignes de fabrication. Et notamment, elle permet d'assurer le calcul des indicateurs de performance, j'allais dire en temps réel. Ceci, en fait, permet aux équipes de se concentrer sur l'analyse des dysfonctionnements et leur amélioration plutôt que sur la collecte de l'information et le calcul des indicateurs. Voilà. Donc, cependant, j'attire quand même votre attention, c'est qu'on ne peut pas être performant par morceaux, mais il faut raisonner de manière globale, en fait. La performance doit se voir quand même de manière globale et pas simplement que sur une seule ligne. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la performance globale du système. Alors, dans les projets de transformation, être lean, c'est donc savoir collecter de la donnée avec efficacité et fiabilité, et surtout sans redondance ou déperdition d'énergie inutile. Jean-Pierre, je te laisse poursuivre sur le principe suivant. Effectivement, il faut vraiment désiloter et penser global. Le principe suivant, et le sixième principe, en fait, est d'engager la spirale du succès, c'est-à-dire que dans un projet, vous savez, il y a toujours la vallée de la mort, et puis à un moment donné, quand même, on arrive à voir le jour si on y arrive. Et globalement, cette spirale du succès, eh bien, il faut la visualiser, il faut mettre des mots, il faut effectivement indiquer quelles sont les étapes que l'on a franchies donc, par soi-même et en équipe. Et là, on est vraiment sur un axe managérial qui est majeur hein, dans la gestion de programme, dans la gestion de projet. C'est comment est-ce qu'on peut projeter, comment est-ce qu'on peut visualiser la convergence vers cette cible et en soulignant les succès. Donc, j'imagine que tu as dû être confronté à ça. Alors, tout à fait, la spirale du succès est quelque chose de fondamental dans le projet de transformation. Je vais vous prendre le cas de l'usine Fareva que j'ai cité précédemment, car c'est un bon exemple sur le sujet, parce que nous avons construit en fait la mise en musique de l'amélioration continue sur les lignes de fabrication autour d'une communication des résultats, avec notamment l'implémentation au milieu de l'usine hein, d'un espace collaboratif où s'affichait l'ensemble des résultats sur des panneaux dédiés alors à chacune des équipes. Alors sur la diapo que vous voyez là, il y a marqué poule A, poule B, poule C, poule D. Ce sont en fait ces fameuses équipes qu'on a appelées des poules, un peu comme dans un
une équipe sportive. Voilà. Et le panneau que vous voyez, en fait, est un moyen de pouvoir afficher au grand jour et en toute transparence au milieu de l'usine ces résultats. Alors, ces panneaux servaient bien sûr non pas simplement à de l'affichage, mais ils servaient aussi de support à leur rituel de management, dont par exemple la réunion hebdomadaire animée par pool par le chef d'équipe. Alors, très clairement, cet espace, c'est une OBEA qui était au cœur de l'atelier et qui permet bien sûr l'affichage de ces fameux indicateurs. Sur la diapo, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un panneau de 5 mètres de longueur qui est tout en arc de cercle, de façon à pouvoir réellement tenir une réunion devant ce panneau. Voilà. Et les indicateurs de performance étaient regroupés par pool avec une déclinaison sur chacun des piliers de la démarche. Alors, c'est ce que l'on voit en fait, peut-être assez mal, mais non pas en colonne, mais en ligne. On voit 4 piliers, alors je vais vous les citer, c'est-à-dire le premier pilier, c'est la performance, ensuite l'agilité, ensuite la qualité et la sécurité. Ces lettres-là forment un anacronyme qui est le mot PAX avec un Q. Alors ce mot PAX, tout simplement, c'est synonyme de quoi? C'est synonyme de contrat d'équipe. Et donc, ça permettait de créer réellement une réelle dynamique vers une cible, qui est ce fameux PAX, qui est un challenge à relever par tous. Alors, en complément de ce panneau, on avait aussi à notre disposition un mur de 8 mètres. Alors oui, on utilisait quand même, voilà, faut un petit peu de place, on avait quand même un peu de surface pour ça, et qui nous permettait tout simplement l'affichage des succès des projets d'amélioration, qui étaient menés selon la méthode A3, A3 Thinking, qui est la méthode bien connue chez Toyota, et ce, afin de féliciter les équipes qui ont contribué à ces succès, mais aussi de permettre à tout collaborateur d'entreprise de visualiser les étapes franchies. Et on utilisait généralement une forme aussi bien connue, qui sont des photos, et qui présentaient des situations, donc la situation de l'état avant et de l'état après, comme par exemple la démarche d'amélioration qui avait été faite sur l'outillage. L'outillage, historiquement, était devenu avec le temps quelque chose qui s'était dégradé, des pièces manquaient, c'était mal rangé, donc à chaque changement de format, les gens couraient pour aller chercher la bonne pièce au bon endroit, etc. Parfois, ils ne la trouvaient pas. Donc, on avait des temps d'attente et d'arrêt de machine très importants. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il y a eu une première action d'amélioration là-dessus, où des rangements adaptés aux différents outillages ont été mis en œuvre et en permanence suivis, respectés, nettoyés. Voilà. Donc, pour souligner le succès, c'est ça que je veux dire, il faut pouvoir visualiser les étapes franchies. Et c'est réellement la clé de réussite d'un projet de transformation. Le principe numéro 7, en fait, et celui-ci me tient particulièrement à cœur, c'est bien de mettre l'humain au centre du jeu. C'est vraiment le cœur de mon job, en définitive. Donc, c'est d'être ce qu'on appelle human-centric. Et en fait, ça consiste à quoi? Ça consiste à ôter au maximum les tâches qui sont rébarbatives, mais qui sont malgré tout indispensables dans la vie du projet, donc dans sa réussite. C'est donc en gros de faciliter par une plus grande fluidité la vie de tous les participants. Et c'est également de positionner les hommes non plus sur des tâches, on va dire, à teneur plus administrative, mais indispensable, mais vraiment sur leur valeur ajoutée. Et être human-centrique dans la gestion en fait, de transformation d'entreprise, c'est indispensable. Comment tu l'as mis en place? Alors, très concrètement, je continuerai par l'exemple que je vous ai cité au sein de l'usine Fareva-Poissy. Eh ben, être human-centrique, c'est, j'allais dire, s'intéresser aux hommes et quelque part aimer les hommes. Et ceux qu'on aime, on n'aime pas les voir faire des choses inutiles, voire rébarbatives. Voilà. Donc l'exemple de la solution MES, donc de Manufacturing Execution System, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour le calcul en temps réel des indicateurs de performance, c'est une parfaite illustration de tâches rébarbatives que l'on a ôtées aux équipes et que l'on a déléguées à une solution digitale qui sait très bien le faire. Donc cette solution, quelque part, c'était une première marche vers l'industrie 4.0 chez Fareva-Poissy. Voilà, parce que de nombreuses tâches rébarbatives étaient aussi confiées à une main-d'œuvre intérimaire. Et comme tout le monde sait, une main-d'œuvre intérimaire est aussi coûteuse, mais que nécessaire dans les étapes de fabrication. Et donc, pour libérer l'homme de ces tâches répétitives et ennuyeuses, une étude de robotisation a aussi été menée avec le concours de la société Yaskawa
dont le résultat du pilote sur ligne a été vraiment remarquable. Donc cette étude pilote a consisté en quoi? Tout simplement à l'intégration sur ligne d'un îlot robotisé, soit pour la manutention des flacons, pour les positionner dans des godets situés sur le convoyeur de ligne, soit pour la pose des coiffes sur les flacons de parfum. C'est la photo que l'on voit d'ailleurs ici à l'écran. C'est tout simplement la tâche que faisait une opératrice pendant 8 heures, d'accord, où elle venait mettre des petites coiffes sur le flacon de parfum que l'on voit sur des godets. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les projets de transformation, l'idée est la même. Il est nécessaire de faciliter la vie aux acteurs du projet en leur évitant des tâches rébarbatives. On arrive au dernier principe qui est, je dirais vraiment aussi dans l'air du temps, c'est augmenter la capacité de l'homme. Ce 8e élément consiste à renforcer en fait la capacité d'action des acteurs du projet en libérant toute l'énergie de chacun vers les sujets vraiment indispensables et utiles au projet. Et on est sur une étape qui consiste à, entre guillemets, d'être human augmented. Donc, c'est une méthode en définitive qui est outillée. Cette méthode peut constituer en fait un véritable exosquelette pour un directeur de projet, en parenthèse, augmenté. Alors, comme illustration, ici, en fait, je continue toujours avec l'exemple de Faragua-Poissy, qui sont des exemples concrets de l'augmentation de la capacité de l'homme au travers d'usage, bien sûr, de solutions digitales de l'industrie 4.0. Alors que ce soit ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'usage de ce fameux MES au service de l'encadrement pour le calcul en temps réel des indicateurs de performance, ou que ce soit l'îlot de robotisation pour libérer l'homme de la fatigue et de l'ennui dans des tâches de manutention. Ce que l'on peut dire, c'est que l'industrie 4.0, en tout cas, c'est un champ très vaste de solutions innovantes, telles que la robotique avancée, avec notamment les cobots, l'impression 3D, la réalité augmentée, l'Internet industriel avec les industrial IoT, le big data et les outils d'analytics derrière, la simulation numérique, le cloud et la cybersécurité, j'en passe encore. Bref, de mon point de vue, la matérialisation en fait, de l'industrie 4.0 dans les projets du XXIe siècle se reconnaît aussi au travers de l'usage des outils collaboratifs pour permettre aux équipes tout simplement de rester en contact à distance, de partager de l'information dans un espace unique, mais aussi d'augmenter sa capacité d'action à un rayonnement géographique plus large. Alors, je pense que vous l'avez tous vécu récemment, puisque pendant la période du confinement, on a tout un chacun utilisé des outils de collaboration depuis notre domicile, afin d'assurer bien sûr la continuité d'activité de nos entreprises. Et la conclusion qu'on peut en avoir, c'est que ça marche. Voilà. Donc ces outils collaboratifs sont aujourd'hui devenus vraiment incontournables dans les projets de transformation pour permettre bien sûr aux multiples acteurs de rester en contact permanent et d'accéder à l'information clé, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. On va passer peut-être à la conclusion. Voilà. Donc la conclusion, je pense que vous l'avez compris, c'est le socle d'un projet de transformation, c'est ce fameux Smart Project 4.0 qui est décomposé en 3 piliers majeurs. Donc l'industrialisation au sens de la méthode et de la rigueur. Dans un projet de transformation, il y a toujours une méthode sous-jacente. Et la rigueur, ce sont des rituels, ce sont des règles que l'on, bien sûr, décline et de manière pertinente au sein de son projet. Le deuxième pilier, en fait, c'est le lean management, mais au sens du juste ce qu'il faut. L'exemple que je vous ai pris, c'est il faut être lean au sens, bien sûr, éviter les gaspillages de temps et d'énergie à faire des tâches qui seraient moins utiles dans le cadre du projet. Troisième point, c'est le digital. On a bien vu que le digital, aujourd'hui, est devenu un incontournable. Mais c'est aussi au sens où je capte de l'information, je l'interprète, je la partage aisément parce que c'est une information qualifiée. Voilà. Et donc, la conclusion que l'on pourrait dire par rapport à cet esprit du Smart Project 4.0, c'est tout simplement que l'on passe on passe du commentaire, c'est-à-dire du blabla quelque part, que l'on peut trouver dans certaines réunions d'ailleurs de projets, à quelque chose d'extrêmement structuré et pertinent qui est vraiment de l'information exploitable. Absolument. C'est vrai que la data, c'est vraiment la clé de l'optimisation des programmes, des projets, et de beaucoup de choses. Aujourd'hui, où en sommes-nous dans la mise en œuvre de
projet 4.0. Donc, on est en mesure, très clairement, maintenant, de mesurer, de capter l'information utile et de l'ordonner de manière très précise. Et donc, on a cranté, l'aspect data s'est cranté. On construit maintenant des control towers qui sont capables de consolider de l'information pour en restituer la quintessence et une vision globale à 360 degrés de ce qui se passe sur des projets ou des programmes de transformation. Donc, les control towers sont là. Les cockpits tactiques commencent à émerger puisque on arrive à avoir, je dirais, un certain nombre d'algorithmes qui permettent, de proposer des solutions, mais également de construire et d'élaborer des scénarios sur des retours d'expérience. Et enfin, là, on n'y est pas tout à fait encore, il y a un petit peu de temps, c'est l'apprentissage automatique, c'est-à-dire de doter nos systèmes, en définitive, d'une certaine intelligence. Et ça, c'est un objectif à moyen terme qui vont apparaître très rapidement sur la gestion de projet et la gestion de programme. Donc, tout ça pour vous dire que le projet 4.0, ça s'apparente, vu d'un professionnel de la gestion de programmes de transformation, à de la méta-gestion de projet. La méta-gestion de projet, ça adresse en définitive l'architecture d'ensemble des projets et non pas la seule maîtrise de la planification de tâches. C'est bien plus large que ça. Bien qu'on en garde toute la rigueur et la précision, on a un grain plus macro. La métagestion de projet, elle matérialise en fait un pont entre des directions métiers, des décideurs en fait, et des équipes opérationnelles. Et enfin, dans la mise en œuvre des projets, elle fait ce pont avec les équipes projets qui, eux, en définitive dans la mine sur les tâches quotidiennes. Et cette même méthode de gestion de projet, elle s'appuie sur une approche plutôt bienveillante, c'est-à-dire une mise en déséquilibre positif de chacun des acteurs. Donc, elle se focalise plutôt non pas sur ce qui a échoué ou sur la chaîne de responsabilité qui peut freiner, voire bloquer un certain nombre de sujets, mais bien sur l'assistance de chacun des acteurs du projet et en définitive de dire mais que dois-je faire pour continuer à avancer. Eh bien, cette méta-gestion de projet, nous l'avons portée dans une plateforme numérique. Nous avons créé Edward, qui est en fait la plateforme digitale. C'est une decision making platform conseil à notre usage pour la gestion de programmes de transformation. Alexandre l'utilise d'ailleurs en ce moment sur des projets de déploiement internationaux d'infrastructures. Et elle a été bâtie sur les 8 principes que l'on a partagés ensemble. Et je serais très, très heureux de la partager avec vous si vous le voulez prochainement. Et là, on pourrait rentrer plutôt dans la partie comment est-ce qu'on arrive, en définitive, à digitaliser l'ensemble de ces 8 principes et comment est-ce que ça fonctionne au final. Voilà, je pense que c'était ce que l'on souhaitait vous partager avec vous. Merci de votre attention. Merci à tous aussi pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, Jean-Pierre et Alexandre. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Alors, je rappelle au public que vous pouvez poser vos questions dans la partie chat. Alors, une première question. En appliquant les principes que vous avez présentés ici, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre selon la taille de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des différences majeures entre grands groupes et petites entreprises? Alors Jean-Pierre, je vais peut-être répondre à cette question, mais de manière, je dirais, assez simple au travers des illustrations que j'ai présentées tout à l'heure avec le CAGEFCO, plutôt grande entreprise, et puis Fareva Poissy, plutôt site industriel d'une centaine de personnes. Ce que l'on peut dire, c'est que la méthodologie reste la même. Les 8 principes s'appliquent. Ça n'est pas dépendant de la taille de l'entreprise. Simplement, l'effort d'accompagnement sera plus important dans une grande entreprise que dans une petite. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire d'adapter, bien sûr, l'effort et les ressources en fonction de son contexte, mais les grands principes restent les mêmes. Absolument. Très bien, merci de votre réponse. Pas d'autres questions en vue.
Il est donc maintenant temps de terminer ce webinaire. Merci encore Jean-Pierre Pérez et Alexandre de Bernonville pour votre présentation. Et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté. Je vous rappelle que vous trouverez en ligne le replay de ce webinaire dès la semaine prochaine sur le site de Technique de l'ingénieur dans l'onglet Magazine d'actualité. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.